l'Inde. Rien que ce nom, et déjà des images surgissent, des rues noyées sous la foule, des marchés qui bourdonnent sans répit, des ruelles poussiéreuses, des mégapoles où des millions de vies se croisent sans jamais s'arrêter. C'est l'image que l'on connaît. Mais ce n'est qu'un visage de l'Inde, celui que l'on voit depuis la fenêtre d'un taxi ou l'écran d'un téléphone. Au-delà des villes, un autre monde attend, presque secret. Un monde où, dans la brume glacée de l'Himalaya, la panthère des neiges avance sans laisser de traces. Où, sous l'épaisseur des jungles, le tigre du Bengale chasse dans un silence absolu. Où des éléphants, depuis des siècles, tracent des sentiers que nul homme n'a dessinés. Et dans les forêts de mangroves du Sundarbans, l'un des prédateurs les plus redoutés de la planète peut surgir là où on l'attend le moins. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de cette Inde sauvage, celle qui garde en son sein l'un des trésors naturels les plus riches et les plus stupéfiants de la Terre. Sur une carte du monde, l'Inde paraît presque modeste. Elle ne représente qu'environ 2,4% des terres émergées de notre planète. Et pourtant, la nature en a décidé autrement, c'est ici, sur cette portion de territoire, que se concentre l'une des biodiversités les plus riches du globe. Les scientifiques estiment que l'Inde abrite près de 8% de toutes les espèces animales connues sur Terre. Un tel foisonnement de vie ne se retrouve que dans une poignée de pays au monde. Le secret tient à sa position géographique, unique, et à l'extraordinaire diversité de ses paysages. Au nord se dressent les Himalayas, les montagnes les plus hautes de la planète, où neiges éternelles et glaciers façonnent un monde de haute altitude aussi majestueux qu'implacable. Un peu plus au sud s'étendent des forêts caduques denses et des plaines fertiles, sillonnées par les plus grands fleuves d'Asie, le Gange, le Brahmapoutre et l'Indus. À l'ouest, le désert brûlant du Thar, où les températures estivales dépassent souvent les 50 degrés. Au sud-ouest, les forêts tropicales humides des Ghats occidentaux, l'un des massifs montagneux les plus anciens de la Terre, façonnés depuis des dizaines de millions d'années. Et à l'est, les immensités de mangroves du Sundarbans, le plus vaste écosystème de mangroves de la planète, où la terre et la mer échangent sans cesse leur place, au rythme des marées. Cette mosaïque de milieux naturels a fait de l'Inde un véritable continent vivant à elle seule. Ici cohabitent des espèces aux besoins radicalement opposés, des sommets glacés aux sables incandescents, en passant par les jungles saturés d'humidité. C'est pour cette raison qu'un seul et même pays peut abriter la panthère des neiges, le tigre du Bengale, l'éléphant d'Asie, le rhinocéros indien, le panda roux, des crocodiles, des primates rares, et des milliers d'espèces d'oiseaux, de reptiles et d'insectes. Mais le chemin vers ce monde extraordinaire commence loin, tout au nord du pays, parmi des montagnes gigantesques qui veillent sur les frontières de l'Inde depuis des millions d'années. C'est là que notre voyage nous conduit à présent. Notre périple débute donc à l'extrême nord de l'Inde, là où l'Himalaya s'élève au-dessus des nuages, la plus grande chaîne de montagnes de la Terre. Elle s'étend sur plus de 2500 km, et atteint par endroits jusqu'à 300 km de large. Ces montagnes colossales traversent plusieurs pays d'Asie, mais ce sont elles qui dessinent la frontière nord de l'Inde et qui influencent, plus que toute autre chose, le climat et la nature de tout le sous-continent. L'histoire de l'Himalaya a commencé il y a environ 50 millions d'années. À cette époque, la plaque indienne dérivait vers le nord, traversant l'océan Téti, aujourd'hui disparu. Lorsqu'elle est entrée en collision avec la plaque eurasienne, l'océan s'est refermé, et d'immenses masses rocheuses ont commencé à se soulever. C'est ainsi que sont nées les montagnes les plus jeunes et les plus hautes de notre planète. Et ce mouvement ne s'est jamais arrêté. Chaque année, l'Himalaya gagne encore quelques millimètres d'altitude. Le mouvement incessant de la croûte terrestre y provoque régulièrement des séismes, un rappel silencieux que la formation de ces montagnes est, aujourd'hui encore, inachevée. La partie indienne de l'Himalaya compte des centaines de sommets majestueux. Beaucoup dépassent les 7000 mètres, et le célèbre Kanchenjunga, avec ses 8586 mètres, est considéré comme l'un des plus hauts de la Terre. À de telles altitudes, l'air ne contient presque plus que la moitié de l'oxygène disponible au niveau de la mer. Même en été, les températures y restent largement négatives, et les vents peuvent souffler à plus de 100 km à l'heure. Mais la grandeur de l'Himalaya ne se mesure pas seulement en altitude. Ces montagnes agissent comme un immense mur naturel. Elles protègent le sous-continent indien des masses d'air glacé venues d'Asie centrale, tout en retenant l'humidité des moussons qui remontent de l'océan Indien. C'est grâce à cette barrière que l'essentiel des précipitations tombe sur le territoire indien, offrant les conditions nécessaires à l'existence de forêts denses, de plaines fertiles et d'une agriculture prospère. Les glaciers, eux aussi, jouent un rôle essentiel. L'Himalaya en compte des milliers, renfermant des réserves colossales d'eau douce. Leur fonte progressive alimente les plus grands fleuves d'Asie du Sud, le Gange, le Brahmapoutre et l'Indus,
qui fournissent en eau des centaines de millions de personnes et irriguent certaines des terres les plus fertiles de la planète. Malgré la rudesse du climat, l'Himalaya est devenu le refuge d'animaux extraordinaires. Au-delà de 4000 mètres d'altitude, la panthère des neiges se déplace, insaisissable, l'un des prédateurs les plus rares de la Terre. Son épaisse fourrure la protège du froid mordant, ses larges pattes lui permettent d'avancer dans la neige profonde, et sa longue queue lui sert de balancier sur les parois abruptes. Non loin d'elle vivent le thar de l'Himalaya, le baral, ce mouton bleu des hauteurs, le cerf porte-musc et le yak. Dans les forêts de conifères se croisent l'ours brun de l'Himalaya, l'ours noir d'Asie, le panda roux et de nombreuses espèces de primates. Bien au-dessus des gorges, des gypaètes barbus, des vautours de l'Himalaya et des aigles royaux planent, guettant patiemment le moindre mouvement sur les flancs rocheux. Mais la vie change à chaque centaine de mètres d'altitude. Là où les sommets restent figés sous une neige éternelle, plus bas apparaissent des forêts de conifères, puis des bois de feuillus, puis, plus loin encore, des vallées fertiles où naissent les plus grands fleuves d'Asie. Ce sont eux, justement, qui nous attendent pour la prochaine étape de ce voyage. Depuis les cimes enneigées de l'Himalaya débute un chemin dont dépend la vie de presque toute l'Inde du Nord. C'est ici, parmi les glaciers et les neiges éternelles, que naissent des fleuves qui, depuis des millénaires, ont façonné le paysage du pays, créé ses plaines fertiles et bercé le berceau de civilisations antiques. L'Inde compte des centaines de cours d'eau, mais ce sont le Gange, le Brahmapoutre et l'Indus que l'on considère comme les grandes artères d'Asie du Sud. Leurs eaux traversent montagnes, forêts, villes et plaines infinies, parcourant des milliers de kilomètres avant d'atteindre enfin l'océan. Le plus célèbre de ces fleuves est, bien sûr, le Gange. Sa source se trouve près du glacier de Gangotri, dans l'ouest de l'Himalaya. Au départ, ce n'est qu'un mince torrent de montagne, se frayant un chemin entre les rochers. Mais à chaque kilomètre parcouru, des dizaines d'affluents viennent grossir ses eaux, jusqu'à en faire l'un des fleuves les plus puissants d'Asie. Sur plus de 2500 km, le Gange irrigue tout le nord de l'Inde. Son bassin compte parmi les régions les plus densément peuplées de la planète, des centaines de millions de personnes y vivent, et ses sols fertiles permettent de cultiver le riz, le blé, la canne à sucre et bien d'autres récoltes encore. Pour les Indiens, le Gange n'a pas seulement une valeur naturelle, il porte une dimension spirituelle immense. Depuis des millénaires, on le considère comme un fleuve sacré, symbole de vie, de purification et de renaissance. Chaque année, des millions de pèlerins viennent jusqu'à ses rives pour s'immerger dans ses eaux. Le Brahmapoutre n'est pas moins impressionnant. Il prend sa source sur le plateau tibétain, contourne l'extrémité orientale de l'Himalaya, puis pénètre en Inde à travers d'étroites gorges montagneuses. Pendant la mousson, ce fleuve se transforme en un torrent puissant, capable de changer de lit et d'inonder des territoires entiers. Et pourtant, ce sont précisément ces crues annuelles qui déposent un limon fertile, celui qui fait des terres du nord-est indien parmi les plus productives du pays. Dans les plaines inondables du Brahmapoutre vivent le rhinocéros indien, le buffle d'Asie, le cerf des marais, et des centaines d'espèces d'oiseaux. Un autre grand fleuve mérite qu'on s'y arrête, l'Indus. C'est de son nom qu'est né le mot même d'Inde. Il y a plus de 5000 ans, sur ses rives est apparue l'une des toutes premières civilisations urbaines de l'humanité, la civilisation de la vallée de l'Indus. Aujourd'hui, la majeure partie de son cours traverse le Pakistan, mais ses sources, elles, se trouvent encore, très haut, dans l'Himalaya. La Yamuna joue elle aussi un rôle capital, principal affluent du Gange, elle alimente en eau des dizaines de millions de personnes et traverse la région de la capitale, Delhi, demeurant l'un des cours d'eau les plus importants du nord de l'Inde. Mais les fleuves indiens ne donnent pas la vie qu'aux hommes. Dans leurs eaux vit le rarissime dauphin du Gange, presque aveugle, qui se guide par écholocation. On y croise aussi des crocodiles marais, des gavials à la mâchoire longue et étroite, des tortues d'eau douce géantes, et des centaines d'espèces de poissons. Après des milliers de kilomètres, le Gange et le Brahmapoutre finissent par se rejoindre, formant le plus vaste delta fluvial de la planète. Là, l'eau douce rencontre l'eau salée du golfe du Bengale, donnant naissance à un écosystème unique, celui qui abritera l'un des prédateurs les plus redoutables d'Asie. Mais avant de pénétrer dans les forêts de mangroves du Sundarban, un autre monde nous attend, tout aussi saisissant, les jungles denses de l'Inde, où sous la canopée des arbres anciens se cachent éléphants, léopards, singes, et des milliers d'autres créatures. En quittant les plaines fertiles des fleuves, on bascule dans un univers totalement différent. Ici, la lumière du soleil peine à percer l'épaisseur des frondaisons. L'air est saturé d'humidité et chargé du parfum des plantes, et chaque mètre carré dissimule une diversité de vie stupéfiante. Ce sont les jungles de l'Inde. Les forêts couvrent une part considérable du territoire, et leur diversité est impressionnante, forêts tropicales humides,
forêts pluviales toujours vertes, forêts caduques sèches, bambouseraie denses et forêts épais. Chacune de ces forêts est devenue le refuge de milliers d'espèces végétales et animales. L'une des régions les plus singulières est celle des Ghats occidentaux. Ce massif montagneux ancien s'étire sur près de 1600 km le long de la côte ouest de l'Inde. Vieux de plusieurs dizaines de millions d'années, il est considéré par de nombreux scientifiques comme l'un des centres majeurs de biodiversité de la planète. Grâce aux vents de mousson venus de la mer d'Arabie, des quantités impressionnantes de pluie s'y déversent chaque année. C'est pourquoi les flancs de ces montagnes restent couverts de forêts toujours vertes, où poussent des milliers d'espèces végétales, dont beaucoup sont endémiques, on ne les trouve nulle part ailleurs sur Terre. Les forêts du centre de l'Inde présentent, elles, un tout autre visage. Les arbres caducs y dominent, perdant leurs feuilles à la saison sèche pour mieux résister au manque d'eau. Ce sont ces forêts-là qui constituent le territoire de prédilection du tigre du Bengale, le plus grand félin sauvage d'Asie. Mais la véritable effervescence de la jungle commence avec l'arrivée de la mousson. Chaque été, les vents humides de l'océan Indien apportent des pluies torrentielles. En quelques semaines à peine, les ruisseaux asséchés se transforment en torrents impétueux, la forêt se pare d'un vert éclatant, et la nature tout entière semble reprendre vie. Pour beaucoup d'animaux, la saison des pluies marque le temps de la naissance et celui de la quête active de nourriture. Les jungles indiennes sont un véritable royaume de géants. Les éléphants d'Asie y déambulent librement, capables de parcourir des dizaines de kilomètres à la recherche d'eau et de nourriture. Dans les forêts denses se dissimulent des léopards, parfaitement adaptés à une vie au contact de l'homme. Dans les frondaisons vivent de nombreuses espèces de primates, les langurs, les macaques, et le rarissime macaque à queue de lion, que l'on ne peut observer que dans les Ghats occidentaux. Plus haut encore, dans les cimes, résonnent les cris des calaos, des perroquets, des martins pêcheurs et des pans, oiseaux national de l'Inde, dont les appels portent sur des kilomètres et emplissent la forêt d'une rumeur incessante. Mais parmi tous les habitants de la jungle, un seul prédateur en demeure, depuis des siècles, le maître incontesté. Il se déplace en silence dans les hautes herbes et les fourrés épais, observant chaque mouvement de sa proie sans jamais se trahir. On l'aperçoit rarement, et pourtant sa seule présence dicte la vie de toute la forêt. Dans le prochain chapitre de ce voyage, nous pénétrerons dans le lieu le plus énigmatique de l'Inde, les forêts de mangroves du Sundarban, royaume du légendaire tigre du Bengale. Au sud-est de l'Inde, là où les eaux du Gange et du Brahmapoutre rencontrent le golfe du Bengale, se trouve l'un des endroits les plus singuliers de la Terre, le Sundarban. C'est la plus vaste forêt de mangroves de la planète, s'étendant sur plus de 10 000 km². Ici, la frontière entre terre et mer n'existe pas vraiment, et la nature redessine ce paysage chaque jour. 2 fois par jour, les marées submergent d'immenses étendues de forêt, avant que l'eau ne se retire à nouveau, révélant un réseau d'îles, de berges limoneuses et de chenaux étroits. Les arbres qui poussent dans cette eau salée se sont adaptés à des conditions extrêmes. Leurs racines s'élèvent au-dessus du sol, leur permettant de respirer même lorsque la terre entière disparaît sous l'eau. Le Sundarban est un véritable labyrinthe, on y compte des centaines d'îles et des milliers de kilomètres de canaux. Dans de nombreuses zones, seule une embarcation permet de se déplacer, et la densité de la végétation rend ce monde presque impénétrable pour l'homme. C'est ici que vit le prédateur le plus emblématique de l'Inde, le tigre du Bengale. Contrairement à ses semblables des jungles continentales, les tigres du Sundarban se sont parfaitement adaptés à une existence aquatique. Ils nagent avec assurance, traversent sans peine de larges chenaux, et peuvent parcourir plusieurs kilomètres à la nage pour rejoindre un nouveau territoire ou traquer une proie. Confrontés à un espace restreint et à des conditions extrêmement difficiles, ces tigres comptent parmi les plus discrets et les plus prudents au monde. Ils surgissent parfois de manière totalement inattendue, émergeant sans bruit des forêts de mangroves, où leur pelage rayait les rangs presque invisibles. Mais le tigre est loin d'être le seul maître de ces lieux. Dans les eaux troubles se cachent des crocodiles marins et des crocodiles marais, pouvant atteindre plusieurs mètres de long. Parmi les racines des arbres prolifèrent crabes, crevettes et poissons, tandis que sur les bancs de vastes chassent varans, serpents et loutres. Le Sundarban est aussi devenu un sanctuaire pour des centaines d'espèces d'oiseaux, martins pêcheurs, hérons, pigargues, ibis, et une multitude d'oiseaux migrateurs qui font halte ici chaque année lors de leur grande traversée. Pourtant, ce monde unique devient de plus en plus vulnérable. La montée du niveau des mers, les cyclones destructeurs et le dérèglement climatique transforment peu à peu cet écosystème de mangroves. L'eau salée s'infiltre toujours plus loin dans les terres, et de nombreuses îles disparaissent lentement sous les flots. Et pourtant, le Sundarban demeure l'un des derniers endroits sur Terre où l'homme n'est encore qu'un invité, où ce sont les lois de la nature qui continuent de régir la vie de chacun de ses habitants. Mais la nature indienne ne se limite pas à ses forêts denses et à ses marécages.
À l'ouest du pays s'étend un monde radicalement différent, l'immense désert du Thar, où la vie a su s'adapter à un soleil implacable, à l'absence presque totale d'eau, et à une chaleur extrême. C'est là que nous conduit à présent notre voyage. Après l'humidité des jungles et des mangroves indiennes, on a du mal à imaginer qu'à quelques centaines de kilomètres seulement s'étend un univers totalement opposé. Au nord-ouest du pays, le long de la frontière avec le Pakistan, se trouve le désert du Thar, l'un des plus vastes et des plus densément peuplés déserts de notre planète. Sa superficie dépasse 200 000 km², et en été, les températures y grimpent souvent au-delà de 50 degrés. Les précipitations y sont extrêmement rares, et dans certaines régions, il peut ne pas pleuvoir pendant des mois entiers. Des vents puissants remodèlent en permanence les dunes de sable, redessinant le paysage presque chaque jour. À première vue, cette terre semble totalement inhospitalière. Et pourtant, la nature a su s'adapter, même à des conditions aussi rudes. Après de rares pluies, le désert reprend vie de manière saisissante, en quelques jours à peine, herbes et fleurs surgissent du sol asséché, bouclant leur cycle de vie en toute hâte, avant que l'humidité ne s'évapore sous le soleil brûlant. Les animaux du désert ont développé, eux aussi, des stratégies de survie remarquables. Beaucoup mènent une vie nocturne, se réfugiant le jour dans des terriers profonds où la température reste bien plus fraîche qu'en surface. Parmi les habitants les plus rapides du désert figure la gazelle indienne, ou chinkara. Elle peut se passer d'eau pendant de longues périodes, tirant l'humidité dont elle a besoin directement des plantes qu'elle consomme. Sa vitesse impressionnante lui permet d'échapper aux prédateurs en terrain découvert. Dans les sables vivent aussi le renard du désert, le caracal, la hyène rayée, ainsi que de nombreux petits rongeurs et lézards. Entre les rochers se cachent scorpions et dizaines d'espèces de serpents, parfaitement adaptés à ce climat brûlant. Le désert du Thar doit également sa notoriété à l'outarde à grande taille, l'un des oiseaux volants les plus lourds au monde. Autrefois répandue dans toute l'Inde, elle est aujourd'hui au bord de l'extinction, et le désert du Thar reste l'un des derniers endroits où l'on peut encore observer cette espèce rare à l'état sauvage. Malgré la rigueur du climat, des millions d'habitants vivent ici. Depuis des siècles, les populations du désert ont appris à trouver l'eau, à cultiver la terre et à élever le bétail. Leur mode de vie reste, à bien des égards, semblable à ce qu'il était il y a des centaines d'années. L'Inde est réputée pour ses tigres, ses léopards, ses rhinocéros. Et pourtant, ce n'est là qu'une infime part de son extraordinaire faune. Grâce à la diversité de ses climats et de ses milieux naturels, le pays a vu naître l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Beaucoup d'espèces qui y vivent ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. L'un des habitants les plus majestueux du pays est l'éléphant d'Asie, le plus grand animal terrestre du continent. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 5 tonnes et consomment chaque jour plus de 100 kg de nourriture végétale. Les éléphants sont dotés d'une intelligence remarquable, ils sont capables de se reconnaître entre eux après plusieurs années de séparation, d'utiliser des outils simples, et de prendre soin des membres de leur troupeau. Ils jouent aussi un rôle écologique essentiel, en dispersant les graines des plantes et en traçant, à travers la jungle dense, des sentiers que d'autres espèces emprunteront à leur tour. Dans les forêts fraîches de l'est de l'Himalaya vit le panda roux. Malgré son nom, il est en réalité un lointain cousin du raton laveur. Son épaisse fourrure rousse le protège du froid, et sa longue queue touffue lui sert de couverture lorsqu'il se repose. Le panda roux passe l'essentiel de sa vie dans les arbres, se nourrissant de bambous, de fruits et d'insectes. Tout aussi fascinants sont les primates, dont l'Inde compte plus de 20 espèces différentes. Dans les forêts comme dans les villes, on croise fréquemment le macaque rhésus, parfaitement adapté à la proximité de l'homme. Doté d'une intelligence remarquable, il est capable de résoudre des problèmes complexes et apprend vite à manipuler les objets qui l'entourent. Dans les forêts denses vivent les langurs, des singes élancés à la longue queue, capables de bonds de plus de 10 mètres. Dans le sud du pays, au cœur des Ghats occidentaux, on trouve le rare macaque à queue de lion. Et au nord-est de l'Inde vivent les gibbons, les seuls grands singes du pays, qui se déplacent d'arbre en arbre avec une agilité stupéfiante. L'Inde est également célèbre pour la richesse de son monde ailé. Le pan indien en est le symbole national. Pendant la saison des amours, le mâle déploie son immense queue chatoyante, offrant l'un des plus beaux spectacles de la nature. Les forêts tropicales abritent aussi des calaos majestueux, des martins pêcheurs, des aigles, des perroquets, et des centaines d'autres espèces, dont beaucoup sont endémiques. Les serpents occupent, eux aussi, une place particulière dans la nature indienne. On y recense plus de 300 espèces, dont environ 60 sont venimeuses. La plus célèbre est sans conteste le cobra royal, le plus long serpent venimeux du monde, pouvant dépasser 5 mètres de long. Malgré sa réputation redoutable,
il attaque rarement en premier et préfère, la plupart du temps, éviter tout contact avec l'homme. On trouve également en Inde le cobra indien, la vipère de Russell, le bongar commun et l'échide caréné, des espèces qui comptent parmi les serpents les plus dangereux d'Asie. Pourtant, la majorité des morsures ne surviennent que lorsque l'homme dérange accidentellement le reptile. Dans les forêts denses comme dans les plaines dégagées vivent les mangoustes, petits prédateurs réputés pour leur capacité à affronter les cobras. Grâce à leurs réflexes fulgurants et à une résistance partielle à certains venins, elles l'emportent souvent, même face à un serpent redoutable. Lorsque la nuit tombe sur la jungle, les roussettes indiennes prennent leur envol, les plus grandes chauves-souris d'Asie, avec une envergure pouvant atteindre 1,50 m. Elles se nourrissent de fruits et de nectar, contribuant à la dispersion des graines et à la pollinisation des plantes en fleurs. Chacune de ces espèces joue un rôle précis dans le maintien de cet équilibre naturel. Ensemble, elles composent un écosystème unique, qui vaut à l'Inde d'être considéré comme l'un des pays les plus riches du monde en biodiversité. Mais préserver un tel héritage ne peut se faire sans une protection résolue. C'est pourquoi des dizaines de parcs nationaux et de réserves naturelles ont été créés à travers tout le pays, devenant le dernier refuge de nombreuses espèces menacées. Notre voyage à travers l'Inde touche à présent à sa fin. Nous avons contemplé la majesté de l'Himalaya, suivi le cours des grands fleuves, traversé les jungles denses, exploré les mangroves du Sundarbans et parcouru l'immensité du désert du Thar. Nous avons croisé la route d'animaux extraordinaires, dont beaucoup ne vivent nulle part ailleurs sur Terre. L'Inde est l'un des territoires les plus précieux de notre planète, un endroit où la nature a mis des millions d'années à façonner un monde d'une richesse et d'une diversité inouïe. Et l'on ne peut s'empêcher de repenser à cette première image, celle des rues surpeuplées et des villes sans repos, en sachant désormais tout ce qu'elles dissimulaient derrière elles. On pourrait se demander, comme devant tant de trésors fragiles ailleurs dans le monde, ce que nous sommes prêts à faire pour que ce monde-là existe encore demain. Faut-il, pour protéger un tigre ou un dernier lambeau de mangrove, accepter de renoncer à une part de développement, de confort, de progrès? La question ne trouve pas de réponse facile, et chacun, sans doute, y répondrait un peu différemment selon ce qu'il a vu, vécu, ou craint de perdre un jour. Ce qui est certain, c'est que de nos choix d'aujourd'hui dépendra la possibilité, pour les générations futures, de voir encore des tigres, des éléphants, des rhinocéros et des forêts anciennes, tels qu'ils existent, encore, en cet instant précis.